chers amis, confrères, bonjour. Je tiens tout d'abord à féliciter notre société savante pour cette qualité d'organisation et ce niveau d'innovation et d'excellence qui va certainement rayonner et mettre à l'honneur notre spécialité. Donc, merci encore une fois à l'occasion de ce premier congrès ESMAR. Je remercie le bureau d'organisation de l'ASMAR pour cette qualité d'innovation et d'excellence qui va certainement mettre en valeur et rayonner notre spécialité. Je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous le débat sur la thématique de l'infection nosocomiale avec 3 questions principales. Quand, qui et comment traiter. Je vais quand même rappeler de façon très importante que l'infection, parmi les infections associées aux soins, l'infection urinaire est la première cause d'infection associée aux soins et il représente à peu près 30 à 40%. C'est un véritable problème de santé publique qui pose énormément de problèmes par rapport aux différents professionnels, aux équipes de soins, à plusieurs niveaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les urines représentent un véritable réservoir de bactéries multirésistantes, ce qui justifie ce risque épidémique de bactéries multirésistantes et de profils de plus en plus fréquents de résistantes. L'infection urinaire nosocomiale survient le plus souvent chez le sujet âgé et essentiellement chez les patients porteurs d'un dispositif endo-urinaire, notamment une sonde vésicale. Confirmer le diagnostic d'une infection urinaire nosocomiale, ce n'est pas facile, encore plus aller décider de la traiter. Ça dépend de plusieurs facteurs, le tableau clinique, les données de la bactériologie, et aussi, il faut tenir compte du contexte dans lequel on a suspecté cette infection urinaire. Bien évidemment, notre facteur important, c'est qu'il faut toujours penser à ce rapport bénéfice escompté et risque encouru par rapport à la gestion thérapeutique. À travers ma présentation, je vais faire rapidement une synthèse des différentes recommandations internationales, notamment européennes et américaines, avec 2 points importants à soulever à travers l'analyse de ces recommandations. C'est d'abord, il y a beaucoup d'avis d'experts et de consensus professionnel. Et un deuxième élément qui a été soulevé par ces recommandations, c'est qu'il y a pas mal de questions, pas mal de problématiques qui n'ont pas de réponse et qui sont en attente d'autres études pour les étayer. Un élément très important à tenir en compte avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il faut avoir 2 éléments à la tête. Le premier, c'est que la colonisation urinaire, est beaucoup plus fréquente par rapport à l'infection. Il est plus fréquent, il augmente avec l'âge, et il est plus fréquent chez la femme. C'est très important donc de différencier entre colonisation et infection. Dans la majorité des cas, ce sont des colonisations qu'il ne faut pas traiter. Et même un ECBE positif ne permet pas toujours de les différencier. La difficulté se pose essentiellement chez les sujets âgés, du fait de plusieurs facteurs. D'une part, du fait du caractère aspécifique, parfois fruste, parfois torpide du tableau clinique, mais aussi du caractère un peu spécial de cette catégorie d'âge par rapport à la gestion thérapeutique. Sur le plan clinique, en dehors, quand il n'y a pas de dispositif endo-utérine et de manœuvre restant sur les voies urinaires, le raisonnement est celui d'une infection urinaire communautaire. Ce qui est recommandé, devant une suspicion d'infection urinaire, on suspecte une infection, ou plutôt on évoque une infection urinaire associée aux soins, quand on est en présence d'un dispositif endo-urinaire, quand il y a de la fièvre, une hypothermie, une hypotension artérielle, ou quand il y a une modification de l'état de dépendance, de l'état mental des patients. Et le deuxième cas de figure, c'est quand il y a après ablation de dispositifs, on peut avoir la persistance d'un certain nombre de signes locaux qui peuvent, en dehors d'une autre cause identifiée, justement faire évoquer cette infection urinaire associée aux soins. Sur le plan microbiologique,
En absence d'un dispositif endo-urinaire, le raisonnement est celui d'une infection communautaire. Mais par contre, quand il y a une sonde urinaire ou autre, c'est très important de rappeler que la leucocyturie n'a aucun intérêt dans ce cas, que le prélèvement doit être fait directement sur l'opercule de la sonde vésicale, et il faut retenir un seuil de 10 puissance 5 de bactériurie et pour avoir la confirmation bactériologique de l'infection urinaire, bien sûr, devant un tableau clinique fortement évocateur de cette infection. Quand on a des chiffres de bactériurie entre 10 puissance 3 et 10 puissance 5, là, peut-être il faut recontrôler par un nouveau contrôle, et quand même, c'est important de rappeler que la clinique reste maîtresse par rapport à la décision thérapeutique plus que les chiffres de la bactériurie. Sur le plan profil bactériologique, c'est essentiellement des entérobactéries dans les 2/3 des cas, et dans 50% des cas, dans 40 à 50% des cas, c'est un Escherichia coli. Quels sont les patients, ou plutôt dans quelle situation il faut traiter? C'est recommandé de ne pas dépister ou traiter les patients chez qui on suspecte une infection urinaire nosocomiale dans les situations suivantes. Bien sûr, tous les patients colonisés, il n'y a aucune indication à traiter ces patients. Avant une chirurgie prothétique de la hanche ou du genou, ou une chirurgie cardiovasculaire, avant l'ablation ou de changement de la sonde vésicale, les malades colonisés de réanimation, on ne les traite pas systématiquement, bien évidemment. Les patients immunodéprimés en dehors du greffet rénal, et les patients qui ont une vessie neurologique, les paraplégiques ou les malades qui ont un problème médulaire. Par contre, il faut dépister et traiter les patients colonisés dans deux situations particulières, c'est la femme enceinte et les malades prévus pour la chirurgie urologique. Bien évidemment, un cas particulier de l'immunodépression chez qui on suspecte une infection urinaire associée aux soins, c'est le greffet rénal. Il est recommandé de discuter cette éventualité dans un staff multidisciplinaire. Il y a pas mal d'études qui ont montré l'intérêt d'un traitement antibiotique de l'infection urinaire avec un effet favorable sur le pronostic et l'évolution du greffon rénal. Il est aussi recommandé de dépister et traiter une infection urinaire associée aux soins quand on veut changer une sonde endo-uritérale, bien sûr chez un patient colonisé asymptomatique. C'est aussi important de rappeler quelques principes, les principes de prescription de l'antibiothérapie. Il est évident que, à l'instar des autres états septiques sévères, il faut démarrer une antibiothérapie probabiliste dans l'heure qui suit le diagnostic de l'infection urinaire nosocomiale pour éviter l'évolution défavorable. Il est aussi recommandé de démarrer une antibiothérapie probabiliste dans les 12 heures qui suivent le diagnostic d'une infection parenchymateuse comme une pyélonéphrite ou une prostatite. Mais par contre, dans les autres situations, les situations qui ne sont pas à risque, ou bien sûr les situations qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital, il faut bien évidemment et idéalement différer l'antibiothérapie afin de l'adapter à l'ECBU et avoir une meilleure gestion thérapeutique et un meilleur choix des antibiotiques. En matière de durée de traitement, ce qui est recommandé, c'est 5 à 7 jours pour les cystites, 10 jours pour les pyélonéphrites et 14 jours pour les prostatites. Un autre élément très important à soulever, c'est qu'on n'est pas obligé de refaire un ECBU de contrôle après avoir démarré une antibiothérapie chez un malade suspect d'infection urinaire associée aux soins, sauf quand il n'y a pas de réponse clinique ou quand il y a une aggravation de son état pathologique. Qu'en est-il de la gestion des dispositifs endo-utérines? Ce qui est recommandé, c'est quand on a une infection urinaire associée aux soins sur sonde urinaire, il est recommandé de retirer ou de changer cette sonde. Et bien évidemment, ce changement, quand il est décidé, doit être fait au moins 24 heures après le début d'une antibiothérapie. Chez le patient futur opéré en chirurgie urologique et qui a une sonde à demeure colonisée, ce qui est recommandé là aussi, à travers les recommandations, c'est de penser à changer cette sonde après au moins 24 heures d'antibiothérapie. C'est aller opérer au moins 48 heures après le début de l'antibiothérapie et aussi de maintenir ces antibiotiques au moins 48 heures en post-opératoire ou, si bien sûr la sonde
Bien sûr, on maintient les antibiotiques jusqu'à l'ablation de la sonde, ou au maximum 7 jours, si cette sonde est nécessaire à garder en post-opératoire. Il ne faut pas dépasser 7 jours. Bien évidemment, c'est très important, en dehors des situations à risque et des situations de gravité, et quelques cas particuliers, il faut différer bien sûr le traitement antibiotique jusqu'à l'adaptation à l'antibiogramme, mais dans les situations où il faut mettre une antibiothérapie probabiliste, là il faut faire un choix d'antibiotique qui doit être adapté en fonction du type d'infection, en fonction du terrain et du risque encouru par le patient. Par exemple, en cas de pyélonéphrite, c'est ce qui est recommandé, c'est de mettre une pipéracilline tazobactam. Comme ça, on va couvrir le spectre du Pseudomonas aeruginosa et de l'entérocoque. Sinon, on passe à une céphalosporine troisième génération. Et bien sûr, en cas d'allergie, c'est l'aminoside comme choix antibiotique. S'il s'agit d'un coccigramme positif, c'est une amoxicilline protégée associée à une aminoside s'il y a un risque, ou s'il y a des facteurs de risque de SARM. On a le choix de mettre un glycopeptide en cas d'allergie. En cas de prostatite, on a le choix entre une céphalosporine troisième génération ou une pipéracilline tazobactam, et tout en sachant que les quinolones sont aussi des antibiotiques de premier choix pour les prostatites. Deux éléments très très importants à relever en matière de choix de l'antibiothérapie, essentiellement pour les aminosides. Il faut essayer de ne pas dépasser les 72 heures comme maximum de durée dans l'antibiothérapie, étant donné les effets secondaires, et réserver ces médicaments quand il y a des signes initiaux de gravité et quand il y a des facteurs de risque de bactéries multirésistantes. Pour les quinolones, là aussi c'est important de rappeler que ce sont des antibiotiques qu'il faut laisser en dernier. Il faut les réserver quand les autres antibiotiques ne sont pas efficaces ou quand il y a une intolérance ou une résistance par rapport aux germes. Et les quinolones aussi sont des médicaments de premier choix pour les prostatites après un ECBU documenté. Pour le candidat albicans, l'idéal, c'est d'utiliser les azolés hydrosolubles qui ont une forte excrétion urinaire, comme le fluconazole. Et ce qui est recommandé, c'est par exemple de démarrer avec, dans les situations normales, de 400 mg par jour. Puis le deuxième jour, on passe à 200 mg. Et la durée de l'antibiothérapie par le fluconazole, c'est en général, il rejoint celle des autres antibiotiques, 7 jours pour les cystites et 14 jours pour les pyélonéphrites et les prostatites. Tout en rappelant qu'en cas de résistance au fluconazole, il faut passer à l'amphotericine B. Et bien évidemment, il ne faut jamais oublier d'adapter le traitement en fonction de l'antibiogramme qu'on va recevoir par la suite. Je vous remercie. Merci Hicham. Alors il y a beaucoup de questions parce que c'est pas des choses simples, l'infection urinaire nosocomiale. Oui, Tarek. Merci Hicham pour ta présentation explicite. Et j'ai bien aimé le fait que tu insistes sur le fait que les fluoroquinolones, il ne faut pas les mettre en première intention, chose qui est courante. Et les fluoroquinolones sont très prescrits, notamment par nos confrères les chirurgiens. Donc ça nous pose énormément de problèmes en termes de résistance. Vous avez bien insisté que le fait, les quinolones en matière de cystite ou de prostatite, c'est en dernière intention. Et la question que je voudrais te poser, c'est concernant les patients colonisés post-chirurgie urologique ou les patients qui sont sous sonde urinaire à demeure. Qu'en est-il de l'antibiothérapie, disons, curative? Parce que c'est souvent des malades qui sont asymptomatiques, qui restent colonisés pendant des semaines, voire des mois, en post-chirurgie urologique, ou tout simplement des malades de neuro qui vivent avec une sonde à demeure. Merci. Ce qui est recommandé pour les malades prévus déjà en chirurgie urologique, c'est de traiter la colonisation avant de thérapie, c'est jusqu'à l'ablation de la sonde en post-opératoire, ou au maximum 7 jours si on ne peut pas retirer cette sonde vésicale. D'accord? Donc maximum c'est 7 jours. Après, il faut discuter au cas par cas, après les 7 jours, est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt à maintenir cette antibiothérapie par la suite
en fonction du terrain, en fonction de la situation pathologique, s'il s'agit d'un greffé, d'un immunodéprimé, etc. Mais il n'y a pas de recommandation là-dessus par rapport à maintenir une antibiothérapie chez un malade colonisé après plusieurs jours post-opératoires. Parce qu'en pratique courante, ce que nous suggérons à nos patients, c'est assurer une certaine, disons, des boissons à volonté, une certaine réhydratation continue pour le maximum d'élimination, sans pour autant prescrire des antibiotiques, du moment qu'il est asymptomatique. Merci pour votre synthèse très pertinente. Alors, je voulais juste insister sur un fait que vous avez abordé, c'est la symptomatologie urinaire, qui est un paramètre fondamental pour l'interprétation d'un résultat de CBU. Et donc, déjà, le seuil de la bactérie, il dépendra de la leucocyturie significative, il dépendra de l'espèce bactérienne, mais il dépendra de la présence ou non des signes urinaires. Et donc, c'est pour cela qu'un prélèvement positif ne signifie absolument rien en dehors d'une confrontation clinique et de la présence de signes urinaires dans le cadre de l'infection. Autrement, s'il faut dire quelque chose de clair, c'est on ne soigne pas les bilans, les ECBU, mais on soigne des patients qui ont des signes cliniques et qui ont des infections patentes. Il y a une question qui nous arrive qui dit est-ce qu'il faut dépister toutes les femmes enceintes ou des femmes enceintes à risque pour leur infection urinaire? Déjà, ce qui est recommandé, c'est d'aller chercher cette infection urinaire, la dépister chez la femme enceinte. Donc il faut aller la chercher. S'il y a une infection, eh ben, il faut la traiter. D'ailleurs, c'est les deux exceptions. À part le futur opéré de la chirurgie urologique, c'est la deuxième situation clinique dans laquelle il faut aller dépister la colonisation et la traiter vu le potentiel de risque encouru chez les femmes enceintes. Oui. Il n'y a pas de période recommandée pour le dépistage, c'est durant toute la durée de grossesse? Oui. Pas de recommandation sur quand faire ça chez la femme enceinte, il faut le faire. Alors, dernière question pour passer à la dernière présentation. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire la culture du bout de la sonde urinaire? Et deuxième question, je me la suis posée d'ailleurs. Pourquoi faut-il attendre 24 heures après le début de l'antibiothérapie avant d'enlever une sonde? Ce que je sais, c'est quand tu suspectes une infection sur sonde, tu enlèves la sonde, tu la changes si c'est nécessaire, c'est ça, ou tu l'enlèves complètement. Pourquoi faut-il attendre 24 heures avant de l'enlever? Et puis la première, c'est est-ce qu'il faut faire la culture du bout de la sonde? Ce qui est recommandé, c'est quand on suspecte une infection urinaire associée aux soins, c'est qu'il faut aller prélever au niveau de l'opercule de la sonde et envoyer le prélèvement au laboratoire. Mais aller envoyer le bout de la sonde, ça ne sert à rien à mon avis. Et il n'y a aucune recommandation là-dessus. Voilà, dans les recommandations européennes et américaines. C'est même des conseils. Voilà. Absolument rien. Tout à fait. Il vaut mieux faire un ECBU qu'envoyer un bout de la sonde pour culture. Parce qu'il sera positif et ça ne va pas vous aider pour l'interprétation. Et pour la deuxième question, d'ailleurs, c'est ces sujets qui sont discutés, c'est des recommandations d'un niveau de preuve qui ne sont pas très élevés par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire au juste par rapport à la gestion de la sonde et de la mise de l'antibiothérapie. Et c'est souvent, je l'ai dit au début de la présentation, c'est souvent des avis d'experts, des consensus professionnels qui ont suggéré qu'idéalement, il faut mettre une antibiothérapie au moins 24 heures avant d'aller changer une sonde. Surtout, je parle des sondes endo-urétérales qui posent le problème de risque de septicémie, de bactériémie, plutôt que les sondes vésicales de base. Justement, il y a un matériel étranger qui est infecté. Je ne comprends pas pourquoi il faut attendre avant de l'enlever. Est-ce qu'il faut mettre l'antibiotique et attendre? Il y a du matériel étranger, il faut l'enlever, il faut le changer si c'est nécessaire. Je ne comprends toujours pas. Je pense que le risque, c'est celui de la dissémination. Donc il faut réduire un peu la charge ou l'inoculant bactérien avant justement de retirer. Je rappelle que c'est des recommandations et on n'est pas